Here's an interesting story. New audio tapes from the Apollo 10 mission reveal an eerie experience on the dark side of the moon. Nearly 50 years after the mission, the audio captures when astronauts reported hearing space music. Listen. Et si un astronaute vous disait avoir vu un serpent onduler dans l'espace? Ou que la mission Apollo 10 a capté une musique inquiétante derrière la Lune, là où aucun signal terrestre ne peut parvenir? Sounds like, outer space-time music. Boy, that sure is weird music. D'Alan Bean observant un objet brillant et totalement étranger à la surface lunaire, à des coups réguliers frappant la coque d'un vaisseau sans qu'aucune explication ne soit trouvée. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des témoignages réels, rapportés par des astronautes hautement entraînés. Des lumières, des sons, des objets, là où rien ne devrait exister. Alors une question s'impose. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Ou simplement pas assez attentifs à ce qui nous entoure? Le son du silence. En octobre 2003, Yang Liwei, le premier astronaute chinois, a voyagé seul à bord de Shenzhou 5. Lors de sa mission de 21 heures en orbite, il a rapporté avoir entendu un son qui a surpris tout le monde. Ce n'était ni un bourdonnement, ni une vibration, ni un grésillement dans le casque. Il a plus tard décrit cela simplement comme « quelqu'un frappant sur le corps du vaisseau spatial, comme on frappe un seau en fer avec un marteau en bois ». Ces mots étaient imprécis, physiques et spécifiques, venant d'un homme formé à décrire les anomalies sans embellissement. La description elle-même est saisissante. À l'extérieur de la capsule, il y avait un vide. Pas d'air, pas de support pour propager le son. À l'intérieur, chaque système était surveillé, chaque vibration prévue, et pourtant il l'entendit. Les coups étaient rythmiques et distincts. Pas un seul impact, mais une séquence. Cela ne ressemblait pas à des cliquetis aléatoires ou à un équipement mal arrimé frappant la coque. Pour un astronaute seul enfermé dans un petit vaisseau spatial se déplaçant à vitesse orbitale, le son semblait n'avoir aucune origine évidente. Yang a signalé l'incident après être revenu sur Terre, et les responsables spatiaux chinois ont reconnu publiquement son récit par la suite. Les ingénieurs ont proposé des explications possibles basées sur la physique. La dilatation et la contraction thermique de l'extérieur de l'engin spatial pourraient provoquer des bruits secs lorsque la capsule passe de la lumière à l'ombre. Les contraintes structurelles, le déplacement des matériaux ou les impacts de micrométéorites ont également été pris en compte. Ces explications étaient plausibles, voire probables. Cependant, aucune ne pouvait être confirmée comme la cause définitive de ce que Yang décrivait. Ce qui troublait les scientifiques, ce n'était pas l'existence de réponses possibles, mais la clarté du rapport en soi. Yang était seul. Il n'y avait aucune influence d'équipage. Aucune panique partagée, aucune conversation façonnant la mémoire en temps réel. L'expérience s'est déroulée en isolement, uniquement documentée par son témoignage. En vol spatial, les rapports individuels sont rares, et cette rareté leur confère du poids. Aucun enregistrement audio externe des coups n'a été réalisé. Aucun pic de capteur lié directement à ce moment. Seulement le récit d'un observateur formé décrivant quelque chose qu'il ne pouvait pas vérifier visuellement. Les autorités spatiales chinoises ont ensuite souligné que l'incident n'indiquait aucun danger ni technologie inconnue. Cependant, le rapport reste une partie de l'histoire du vol spatial humain. Ceci est un exemple de la façon dont même des missions rigoureusement contrôlées peuvent produire des moments difficiles à expliquer clairement. Non pas par un échec scientifique, mais parce que les environnements spatiaux soumettent des conditions extrêmes à des machines fragiles, et que la perception humaine doit interpréter ce que les instruments ne peuvent pas toujours isoler. Yang Liwei a terminé sa mission en toute sécurité et est devenu un héros national. Pourtant, caché dans ce succès, il y a un détail plus discret. Pendant un bref instant au-dessus de la Terre, à l'intérieur d'une capsule scellée, quelque chose a frappé la coque avec un bruit intentionnel. Que la cause soit structurelle, environnementale ou mécanique, le fait reste inchangé. Dans un lieu où le silence est total, quelque chose a répondu. Des lumières dans l'obscurité. En 2005, lors de l'expédition 10, l'héros Chiao commandait la Station spatiale internationale, alors qu'elle orbitait à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. La vie à bord de la station était devenue une routine. Les orbites se répétaient, les systèmes étaient vérifiés, et la planète en dessous défilait selon des motifs familiers d'obscurité et de lumière. Puis, à l'intérieur de la station, en observant l'extérieur par les fenêtres, Chiao a remarqué quelque chose qui a immédiatement brisé ce rythme. Un groupe de petites lumières blanches est apparu contre la noirceur de l'espace, formant une figure en V inversée, sans ressemblance avec un schéma connu de satellite.
Les lumières restaient immobiles. Ils se déplaçaient ensemble, glissant devant la station avec un mouvement coordonné avant de disparaître de vue. Chiao observait attentivement, suivant instinctivement leur vitesse et leur alignement. Depuis son poste à l'intérieur de l'ISS, il avait une vue dégagée de la Terre en contrebas et de l'environnement orbital autour. Tout ce qui passait par la station était généralement prévisible, consigné et familier. Ces lumières n'éteignaient pas. Elles traversaient son champ de vision de manière fluide et rapide, puis disparaissaient sans se fragmenter ni changer de formation. Chiao a ensuite parlé ouvertement de cette observation, veillant à bien distinguer l'observation de la spéculation. Il a reconnu que les astronautes voient souvent des reflets inattendus et des sources lumineuses lointaines depuis l'orbite. En même temps, il a reconnu que la formation se distinguait. Elle n'était pas dispersée, elle n'était pas chaotique. Il se déplaçait comme une seule unité. Les instruments de la station n'ont détecté aucune menace et aucune alarme ne s'est déclenchée, mais l'impression visuelle est restée chez lui. Lors d'entretiens ultérieurs, Chiao a déclaré que les lumières étaient très probablement des bateaux de pêche à haute altitude, leurs puissantes lampes se reflétant vers le haut et devenant visibles depuis l'espace. Il a souligné que cette explication s'inscrivait dans les limites de la science connue. Cependant, il a ajouté une précision importante. Le motif de formation était inhabituel. Les flottes de pêche pouvaient expliquer la luminosité, mais l'alignement net et le mouvement synchronisé n'étaient pas quelque chose qu'il avait couramment observé pendant son temps en orbite. Cette conclusion mesurée rend le récit captivant. Chiao n'a rien prétendu d'extraordinaire. Il n'a pas présenté l'observation comme inexplicable. Il a plutôt décrit précisément ce qu'il a vu, d'où il l'a vu et comment cela s'est comporté. L'explication peut être raisonnable, mais l'image reste marquante. Un astronaute expérimenté, observant depuis l'intérieur de la Station spatiale internationale, a vu des lumières en formation là où on ne les attendait pas. Même avec une réponse logique, le moment en lui-même ne cède pas facilement à la routine. Flottant près de vous. En juin 1965, pendant Gemini 4, l'astronaute James McDivitt a photographié un étrange objet cylindrique avec des bras saillants flottant près de son vaisseau spatial. Lui et son collègue astronaute Ed White ont tous deux observé l'objet pendant la mission, notant son apparence métallique et sa forme structurée. Ce qui a troublé les ingénieurs de la NASA, ce n'était pas la panique ou la confusion dans leur voix, mais une précision calme. Ces pilotes expérimentés décrivaient quelque chose qui ne correspondait à aucun vaisseau spatial, propulseur ou équipement mis au rebut connu. Les photographies ont été analysées, mais aucune identification définitive n'a jamais été confirmée. McDivitt a expliqué plus tard que l'objet semblait solide et contrôlé, et non pas en rotation comme un débris. Il se déplaçait lentement par rapport au vaisseau spatial et gardait sa forme en traversant la lumière du Soleil. White, qui allait bientôt effectuer la première sortie américaine dans l'espace lors de cette même mission, a confirmé indépendamment avoir vu des objets inhabituels pendant le vol. Les deux hommes ont soigneusement consigné leurs observations, évitant tout langage dramatique, mais leur cohérence a suscité des inquiétudes. La NASA a exploré diverses explications allant de particules de glace à du matériel délaissé, mais aucune ne correspondait parfaitement aux détails visuels enregistrés lors de Gemini 4. Des décennies plus tard, des moments similaires ont continué d'apparaître lors de missions modernes. À bord de la Station spatiale internationale, l'astronaute Christopher Cassidy a signalé avoir vu un objet dérivé près d'un véhicule cargo amarré. Le contrôle de mission a rapidement identifié cet objet comme un couvercle d'antenne abandonné, probablement détaché lors d'une activité antérieure. Cassidy a accepté l'explication, soulignant que l'espace est rempli de vestiges de décennies d'exploration. Cependant, cette brève rencontre a montré à quel point des formes inconnues peuvent sembler inquiétantes dans l'obscurité de l'orbite. Ce qui relie ces récits n'est pas une conclusion unique, mais une réaction partagée parmi les observateurs expérimentés. Les astronautes sont formés pour reconnaître les débris, les reflets et les distorsions optiques. Leur survie en dépend. Quand quelque chose échappe à ces attentes, c'est documenté, discuté et examiné. Dans le cas de McDivitt, l'absence de réponse claire était frappante, précisément parce que l'observation avait été faite avec tant de soin. Pas de peur, pas d'exagération, juste un rapport qui ne s'intégrait pas parfaitement dans les catégories existantes. La position officielle de la NASA est restée prudente et mesurée. La plupart des observations sont finalement attribuées à des objets fabriqués par l'homme, aux conditions d'éclairage ou aux effets de perspective. Cependant, les observations de McDivitt et White restent remarquables, car elles échappent à une classification facile. Elles résident tranquillement dans les archives des missions, montrant que même dans un environnement contrôlé et ingénieux, l'espace peut encore offrir des moments qui défient la certitude. Non pas parce qu'ils exigent une croyance, mais parce qu'ils ont été observés, enregistrés et jamais totalement élucidés. Le serpent de l'espace.
Story Musgrave était un astronaute en qui l'on avait une confiance absolue. Pendant des années, il a maîtrisé chaque interrupteur, système et procédure, devenant finalement la seule personne à voler sur les 5 navettes spatiales. Musgrave a participé à 6 missions de la navette spatiale entre 1983 et 1996 à bord de Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour. Mais il n'a jamais précisé quelle mission incluait ses observations. Sa réputation repose sur une observation attentive et une précision calme, des qualités qui ne laissent guère de place à l'exagération. Même lui avait un compte qui n'a jamais été entièrement réglé, qu'il mentionnait discrètement lors d'entretiens plutôt que dans des rapports officiels. Lors d'une conversation enregistrée en 1995, Musgrave a indiqué que lors de 2 missions distinctes, il avait remarqué quelque chose dérivant à l'extérieur de la navette, qui ne ressemblait à aucun équipement sur lequel il avait travaillé. Il a estimé sa longueur à environ 2 mètres, suffisamment grand pour attirer immédiatement l'attention. La surface semblait lisse et flexible, ni rigide ni angulaire. Ce qui ressortait le plus, c'était son mouvement. Il ne tournait ni ne cahotait comme le font habituellement les équipements détachés. Au lieu de cela, il se déplaçait lentement, en courbe fluide, traversant la lumière du soleil. Musgrave décrivait la scène sur le même ton posé qu'il utilisait pour les briefings techniques, apportant des détails sans dramatiser. Malgré la précision de ses souvenirs, Musgrave n'a jamais soumis de rapport officiel d'anomalie à la NASA. Pour un astronaute formé à consigner même les moindres irrégularités, cette absence est remarquable. Sans journaux de bord, photos ou autres témoins, le récit repose uniquement sur les souvenirs personnels de Musgrave lors d'interviews. Il n'existe ni télémétrie de soutien, ni images enregistrées, ni confirmation contemporaine de l'équipage pour appuyer la revendication. Des explications ultérieures ont proposé des interprétations fondées. Certains ont suggéré que l'objet pouvait être des débris, comme de l'isolation, des tubes ou des joints se déplaçant de manière imprévisible en apesanteur et à la lumière du soleil. Les matériaux peuvent avoir des comportements inattendus une fois libérés de leur structure. Musgrave n'a lui-même pas contesté de telles possibilités. Il a simplement déclaré que ce qu'il avait vu ne correspondait pas à son expérience antérieure avec le matériel flottant. Cette retenue donne du poids au récit. Musgrave n'a pas cherché à attirer l'attention ou à tirer des conclusions. Il a partagé ce qu'il a observé, reconnu ce qu'il ne pouvait pas vérifier et a laissé le compte-rendu incomplet. Dans un domaine fondé sur la documentation et la preuve, son histoire est un exemple rare où la réputation est forte mais où les preuves manquent. Musique de l'espace. Les astronautes d'Apollo 10, Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan, s'attendaient à ressentir une certaine isolation sur la face cachée de la Lune. Mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient entendre dans leur casque. Apollo 10, man's second journey to orbit the moon, was a full-scale rehearsal of all of the activities required to land men on the lunar surface. Le 22 mai 1969, lorsque leur vaisseau spatial est passé derrière l'horizon lunaire, la Terre a disparu de vue. Plus de contacts radio, aucune guidance en direct, seulement le vaisseau spatial et l'immense obscurité autour. Puis un son est apparu, d'abord faible, puis indéniable. Un ton doux et montant circulait dans leur boucle de communication. Ce n'était pas statique, ce n'était pas un bavardage mécanique. Il avait une qualité prolongée qui semblait structurée plutôt qu'aléatoire. Les astronautes se sont arrêtés, écoutant attentivement. Le son continuait, se mêlant au canal audio alors qu'ils voyageaient derrière la Lune. Il ne montait pas en flèche, ni ne s'effondrait comme le fait habituellement l'interférence. Au lieu de cela, il montait et descendait régulièrement, presque mélodieux. Pendant près d'1 heure entière, alors que le vaisseau spatial restait hors de contact avec la Terre, le son persistait. L'équipage s'était beaucoup entraîné sur l'acoustique spatiale et le comportement radio, mais aucun d'eux ne reconnaissait ce motif. La mélodie étrange se poursuivait. Les sons ont été enregistrés par le système audio de la mission. La NASA a déclassifié l'enregistrement audio en 2008. That didn't used to keep it sound outer spacey, didn't it? You hear that whistling sound? Le centre de contrôle n'a rien entendu de tout cela en temps réel. Avec la Lune bloquant toutes les communications, les astronautes n'avaient aucun moyen de rapporter ce qu'ils entendaient. À l'intérieur du module de commande, l'équipage échangeait des regards, conscient que quoi qu'il se passe, cela se produisait loin de toute surveillance ou explication immédiate. Ils ont poursuivi leur tâche assignée, tandis que le son les accompagnait, traversant 1 heure pour laquelle aucune de leurs simulations ne les avait préparés. Après le retour d'Apollo 10 dans la zone de communication, l'événement a été consigné et examiné plus tard. Les ingénieurs ont proposé une explication technique impliquant une interférence entre les radios VHF du module de commande et du module lunaire. Selon cette évaluation, des signaux superposés pourraient avoir produit des sons harmoniques dans certaines conditions. Sur le papier, l'explication tenait compte du phénomène.
Mais l'audio en lui-même compliquait cette conclusion. Ceux qui ont plus tard examiné l'enregistrement ont remarqué que le son ne se comportait pas comme un simple retour ou une interférence de signal. Il avait une constance et une structure, des caractéristiques qui le distinguaient même pour des ingénieurs expérimentés. Aucun des astronautes n'a affirmé qu'il s'agissait de quelque chose d'extraterrestre. Cependant, leur description témoignait de retenue plutôt que de certitude. Ce qui troublait les scientifiques, ce n'était pas la peur ou la spéculation, mais le fait que des équipages expérimentés aient rencontré un phénomène sonore qui ne correspondait pas immédiatement au comportement connu des engins spatiaux. L'incident reste documenté, archivé et réel. Une heure enregistrée sur la face cachée de la Lune, où quelque chose d'inconnu est entré dans la boucle, laissant derrière lui des preuves que la science peut expliquer, mais jamais recréer complètement. Des chaussures vernies sur la Lune. Le 19 novembre 1969, Alan Bean est devenu le 4e homme à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 12. You were on the Apollo 12 mission in 1969. You were the 4th man to walk on the surface of the moon. 4 of 12, right? Le paysage autour de lui était rude et gris, parsemé de rochers déchiquetés et de vastes plaines vides reflétant peu de lumière. Rien à la surface ne semblait poli ou raffiné. Le sol lunaire absorbait la lumière du soleil au lieu de la réfléchir, conférant au paysage une apparence terne et uniforme. Pourtant, lorsque Bean scrutait la zone, son attention se fixa sur quelque chose d'anormal. Dans cet environnement terne, il remarqua immédiatement un reflet brillant. Cela semblait lisse, courbé et brillant, quelque chose qu'il compara plus tard à du cuir de chaussure. Bean a évoqué cette observation lors des débriefings post-mission, mais n'a fourni aucune photographie du reflet. À l'époque, les astronautes d'Apollo 12 travaillaient sous des horaires serrés et restaient concentrés sur les tâches assignées et la collecte d'échantillons. L'objet n'a jamais été approché ou examiné directement. Bean a ensuite souligné que ce n'étaient pas des débris du module lunaire, ni de l'équipement emporté par l'équipage. Ils semblaient distincts de tout ce qu'ils avaient apporté avec eux, rendant son identification difficile. Au fil des ans, des scientifiques et des historiens de l'espace ont étudié des explications possibles. Certains pensent que le reflet pourrait provenir d'un éclat de verre formé par l'impact d'une météorite, qui peut fondre le matériau lunaire en surface réfléchissante. D'autres évoquent des fragments métalliques d'anciennes missions spatiales ou des roches naturellement réfléchissantes orientées à un angle favorable au Soleil. Chaque explication reste plausible, mais aucune ne peut être confirmée en l'absence d'images ou d'échantillons. Ce qui rend le récit remarquable, ce n'est pas qu'il défie la science, mais qu'il montre à quel point l'observation peut être limitée dans un environnement extrême. La Lune n'offre ni atmosphère, ni altération, ni repères visuels familiers. La lumière se comporte différemment et les objets peuvent sembler étranges, même s'ils ont des explications ordinaires. Le rapport d'Alan Bean est une observation documentée plutôt qu'une conclusion, un instant enregistré par un astronaute expérimenté, conscient de l'importance de la précision. Plutôt que de présenter un phénomène non résolu, cet incident montre à quel point la perception peut facilement être modifiée hors de la Terre. La mission Apollo 12 a rapporté des données cruciales, des échantillons et un succès technique. Parmi ces réussites, une observation brève reste inexpliquée, non pas par manque de raison, mais parce que l'occasion de l'examiner est passée en quelques secondes. Que pourraient signifier ces récits de l'espace ? En 6 décennies de vols spatiaux, les astronautes ont rapporté des observations inexpliquées. Certaines ont été élucidées plus tard, d'autres étaient manifestement subjectives, et quelques-unes restent non résolues même après examen. Tous les témoignages ne se valent pas. L'objet flottant près de la Station spatiale internationale, observé par Christopher Cassidy, a été identifié comme un couvercle d'antenne égaré. Les rêves intenses de Scott Kelly sont largement compris comme des effets psychologiques de l'isolement prolongé. Cependant, certains cas se distinguent, car ils ont laissé des traces physiques ou ont été corroborés plusieurs fois. L'équipage d'Apollo 10 a enregistré près d'1 heure de sons inhabituels sur les systèmes audio à bord. Yang Liwei a signalé de façon autonome des bruits de frappement lors de la première mission habitée de la Chine. Les photographies de James McDivitt prises lors de Gemini 4 n'ont toujours pas d'identification confirmée. La force de ces cas réside dans leur documentation. Le 22 mai 1969, durant Apollo 10, les astronautes Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan ont entendu des sons tonals soutenus en passant derrière la Lune, coupés de la Terre. Yeah, it sounds like, outer space type music. Hey Tom, is your insulation all burned off here on the front side of your window over here? L'audio a été enregistré automatiquement puis archivé.
Lorsque les enregistrements ont été déclassifiés en 2008, les ingénieurs ont proposé des interférences radio entre les modules comme cause probable. Cependant, malgré cette explication, la durée et la constance du son continuent d'attirer l'attention, car il se comportait différemment des brèves interférences ou coupures de signal généralement enregistrées lors des missions. Une inquiétude similaire entoure la mission Shenzhou 5 de la Chine en octobre 2003. Yang Liwei, volant entièrement seul pendant 21 heures, a rapporté avoir entendu des coups répétés contre la coque du vaisseau spatial. October 15, 2003, Shenzhou 5 spacecraft successfully took China's astronaut Yang Liwei into space. En la comparant à quelqu'un frappant un seau en fer avec un marteau en bois. Il n'y avait pas d'équipage pour renforcer l'expérience, mais des années plus tard, d'autres astronautes chinois ont décrit des sons comparables lors de missions distinctes. Aucune défaillance mécanique n'a été enregistrée, et les rapports ont été reconnus publiquement par les responsables spatiaux chinois sans conclusion technique définitive. Déjà lors de Gemini 4 en juin 1965, James McDivitt et Ed White ont observé et photographié un objet cylindrique avec des bras saillants à l'extérieur de leur capsule. La NASA a analysé les images, mais n'a pas pu identifier l'objet de manière concluante. Certains chercheurs ont ensuite suggéré qu'il pourrait s'agir de débris spatiaux ou de particules de glace, mais la forme et la structure apparente de l'objet ont empêché toute catégorisation définitive. Contrairement à de nombreuses observations ultérieures, cette rencontre a produit des photographies, et pas seulement des souvenirs. Ce qui relie ces cas plus solides, ce n'est pas le drame, mais la retenue. Les astronautes impliqués ont décrit ce qu'ils ont vu ou entendu sans exagération. À plusieurs reprises, ils ont accepté des explications partielles, tout en reconnaissant que ces explications n'expliquaient pas tous les détails. Il s'agissait de pilotes et d'ingénieurs expérimentés dont la carrière dépendait de rapports précis, et non de déclarations sensationnelles. Ces incidents pourraient représenter des effets physiques inconnus, de rares interactions entre l'équipement et l'environnement, ou des réponses perceptuelles influencées par l'isolement et le stress. Il reste évident que des observateurs expérimentés ont été confrontés à des événements qu'ils ne pouvaient pas expliquer entièrement à l'époque. Et dans certains cas, les archives résistent encore à une classification claire. Le résultat n'est pas une conclusion unique, mais un rappel documenté que même avec des instruments avancés, le vol spatial continue de présenter des moments qui défient la pleine compréhension.